Bonsoir, bonjour, je m'appelle Lucas pour ceux qui ne le savaient pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir. Et aujourd'hui on va parler des meilleurs films que j'ai vus en 2018. Je suis trop chaud avec cette là en fait. Alors moi je vais plutôt pas mal au cinéma. Et cette année je suis allé voir 49 films. Ça va, 49 films c'est pas mal. Non, parce qu'il y a toujours Jean Couillon qui va me dire ah ouais mais t'es pas allé voir machin, nanana. Bah non je suis pas allé voir, voilà, je suis pas allé voir. Bah ouais non je suis pas allé voir, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, sous la vidéo je vais mettre tous les films que j'ai vus. Et en gras je mettrai ceux que j'ai aimés. Parce que je vais pas pouvoir parler de tout hein. La vidéo va déjà être assez longue. Attends, non mais tu dis que t'es cinéphile et t'es pas allé voir ce film là Eh ben non, je vais aller voir ce film. Donc voilà, je vais voir ce que j'ai envie de voir. C'est ça la subtilité du truc. Et du coup si votre film n'est pas dedans, bah, c'est peut-être que je l'ai pas vu ou que j'avais pas envie d'aller voir tout simplement. Du coup on va se lancer assez rapidos. Alors, il est possible quand même que je sois passé à côté de certains films qui vous ont passionné, auquel cas n'hésitez pas à aller me le dire quand même dans les commentaires. Il y a un gros film de rap qui est sorti à la fin de l'année sur YouTube Premium que j'ai pas vu, j'aimerais beaucoup voir, dont tout le monde me parle. Un truc qui apparemment fait passer 8 Mile pour une petite comédie musicale sympatoche. Voilà, ça j'aurais beaucoup aimé le voir. Il y a aussi le film Leto que j'aurais bien aimé voir, mais bon. Sinon je pense que je suis allé voir pas mal de trucs dont j'avais vraiment envie. Donc ce top, comme chaque année, il est déjà un petit peu pour vous montrer ce qui me plaît à moi, parce que j'ai pas trop le temps d'en parler sur ma chaîne. Et il est également là pour vous faire découvrir éventuellement des films dont vous auriez entendu parler, mais dont vous avez peut-être pas eu le temps d'aller voir au cinéma. Voilà, c'est une petite sélection made in écran noir, voilà. Certifié qualité, après ça reste toujours extrêmement subjectif, hein, ça me paraît évident de le dire, voilà. Alors avant qu'on se lance dans les films, j'ai aussi envie de vous parler cette année de séries. Parce qu'il y a deux séries qui m'ont mis des grosses claques, des grosses allées sans retour. Ces deux séries elles m'ont vraiment bluffé. En plus je les ai vues très tard, donc j'ai pu me taper l'intégralité des saisons, ce qui a été vraiment extrêmement appréciable. Et donc j'ai pu les découvrir dans leur intégralité, et je les ai explosés, mais en quelques semaines quoi, même pas. Donc d'abord il y a Viking. Viking, très bonne série, magnifique décor, magnifique costume, la mise en scène, des scènes de bataille, des scènes un peu de rêverie absolument incroyable. Et ça fait que de s'améliorer au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a un gros twist à un moment, et à partir de là, l'histoire change. Et ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est que justement il y avait des personnages secondaires qui avaient un rôle assez minime avant ce twist, qui commence à prendre la vedette et qui deviennent des personnages absolument passionnants. Donc voilà, ce twist là je pense qu'il va gêner quelques personnes. Moi je trouve que la série a mis à peine 2 épisodes à s'en relever, et je la trouve absolument excellente quoi. Les batailles, tous les acteurs, le casting. Le casting est absolument parfait dans cette série. Il n'y a pas un acteur qui joue à côté quoi. Mais sinon l'univers des Vikings c'est absolument incroyable, c'est magnifique, faut absolument regarder cette série. Deuxième série qui m'a passionné, c'est Peaky Blinders. Tout est disponible sur Netflix. C'est une série qui parle des gangsters de Birmingham dans les années 20. C'est une des séries qui a la plus belle photographie que j'ai vue de ma vie, qui a un casting absolument parfait. Il y a plein d'acteurs absolument incroyables qui jouent dedans. Tom Hardy, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec qui joue Littlefinger dans Game of Thrones, je sais plus, je suis un peu fatigué là, désolé, je suis un peu malade. Mais voilà, c'est une série incroyable. Ils font un truc que j'adore, c'est à chaque saison, il y a un saut dans le temps de 2 ou 3 ans, qui est assez cool parce que c'est vrai que la vie de gangster, c'est pas une vie palpitante de but en blanc, il se passe tout le temps des trucs, voilà, il y a aussi des moments de pause où il se passe rien. Et donc chaque saison, il y a une espèce de petits moments importants dans la vie de ces gangsters, voilà, depuis leur tout début jusque, voilà, là, bon, on a déjà la 5ème saison. Autant vous dire que le gang a pris de l'ampleur et c'est hyper fascinant de voir tous ces personnages là évoluer. C'est le top du top. Voilà pour les séries. Viking, Peaky Blinders, ne passez pas à côté, pour moi c'est vraiment des must-have. Voilà, ils sont rentrés dans mon top 10 des meilleures séries de tous les temps direct. Voilà, je les adore, regardez-les absolument. Alors oui, je sais que tout le monde a déjà sorti son top de l'année 2018, mais en même temps je sais pas comment ils font parce qu'ils le sortent le 25 du mois de décembre. Et moi 2018 ça se termine en 2018, donc j'avais encore des films à voir et du coup je mets un petit peu de temps à sortir ma vidéo, mais bon c'est pas très grave. 2018 c'était une super année de cinéma pour moi. Je me suis éclaté toute cette année au cinéma, j'ai vu des super films. Je trouve que la qualité de manière générale était très élevée. Bon, on va pouvoir passer au top 10 à proprement parler des meilleurs films que j'ai vus en 2018. Alors tout d'abord, en numéro 10, c'est une égalité. Je sais, c'est de la merde, c'est nul de faire des égalités. Mais ces deux films qui m'ont mis les mettre au même niveau parce que les deux ont une scène de fin et une image de fin qui est extrêmement belle et extrêmement forte. Le premier film, c'est donc Les Heures Sombres, avec dans le rôle de Churchill, Gary Oldman. Premier truc assez impressionnant, c'est le maquillage de Gary Oldman. Je n'avais pas réalisé quand on était arrivé à ce niveau-là de réussite. Dans les maquillages, c'est hyper impressionnant. Et puis Gary Oldman, il est top quoi, enfin du début à la fin, c'est une magnifique performance d'acteur. C'est au moment où Churchill il est au pouvoir,
il y a toute l'intégralité, la quasi-intégralité de l'armée anglaise qui est coincée à Dunkerque. Et c'est avant qu'il lance l'opération Dynamo, on se demande si on doit essayer de faire la paix avec l'Allemagne nazie pour récupérer tous nos hommes. Ou est-ce qu'on doit continuer à dire non, non, on reste en guerre, on reste en guerre, on reste en guerre, au risque que toute l'armée anglaise se fasse choper et qu'ils y passent, voilà. Donc c'est vraiment un gros dilemme moral. Et du coup, dans cette réflexion que va avoir Churchill avant de lancer l'opération Dynamo pour aller récupérer les soldats à Dunkerque, et ben on lui donne des contradicteurs qui sont hyper intéressants. Parce que voilà, on donne toujours le beau rôle à Churchill une fois que la chose a été faite. Mais quand t'es dans le vif du sujet, et quand t'as je sais plus combien, 120 000 je crois soldats qui sont coincés sur une plage, prêts à se faire dézinguer, quand les mecs viennent te parler de pourparlers, des choses comme ça, c'est pas totalement débile. Et vous allez voir que dans le film, on nous montre que Churchill il prend des décisions assez dures qui vont faire sacrifier beaucoup de monde. Donc voilà, c'est pas du tout un film américain, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est assez équilibré et que ça nous montre aussi que les choix dans ces moments-là sont toujours extrêmement compliqués. Et comme je vous le disais, la scène de fin, totalement épique dans le Parlement, t'as tous les papiers qui volent, et il y a Churchill qui fait son discours, moi j'avais des petits frissons, voilà, c'était épique. Et on se battra dans les plaines, on se battra dans les collines, on se battra sur la mer, et il finit en disant We will never surrender! Et tout le monde est trop chaud dans le Parlement, c'est trop ouf. Et il se barre comme ça, les mains dans le dos avec tous les papiers qui volent dans tous les sens. Bah voilà, trop bien, trop épique. Voilà, c'était super sympa. Et du coup, j'ai mis à égalité avec celui-là, Hostile. C'est un excellent western, Hostile, hyper sombre, hyper dark. C'est une belle histoire sur la rédemption. Un chef indien et un capitaine des tuniques bleues qui sont ennemis jurés, et en fait la paix est arrangée avec les Indiens et le capitaine doit escorter le chef indien dans une réserve pour qu'il aille finir ses jours là-bas en paix. Ce film il aurait pu être beaucoup plus haut. Ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que c'est un peu un film à tiroir, c'est-à-dire avec plein de situations. Alors l'idée du tiroir est très sympa, hein, mais en fait toutes ces situations me rappelaient déjà des autres films que j'avais déjà vus. Il perd un petit peu en originalité, je trouve, ce film, mais il gagne vraiment. Ce qui fait vraiment me mettre dans mon top, c'est que c'est un film très fort avec des beaux acteurs, ça joue à merveille. Il y a plein de situations hyper stressantes, et comme je vous le disais, je l'ai mis dans mon top parce que la scène de fin, vous savez, j'essaie toujours d'être très objectif dans un film, de prendre du recul, mais là, la scène de fin, j'étais là, je regardais le personnage, je lui disais, mais vas-y, fais-le, allez, vas-y, j'y croyais à mort, je dis, mais oui, tu peux le faire. Il est vraiment le mec à la croisée des chemins, et tu sais pas quel chemin il va prendre. Quel que soit le chemin qu'il prend, c'est quand même beau et fort. Mais moi j'avais envie qu'il vraie le chemin et il le fait. Je suis là, ah oui, c'est génial. Et ouais, très bon western, Hostile. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un western qui m'a fait autant accrocher. Numéro 9, c'est La forme de l'eau, The Shape of Water de Guillermo del Toro. Alors je pense que c'est un film quand même assez mineur de la filmographie de Del Toro, c'est pas un de mes préférés. Après c'est quand même un film de monstre, voilà, moi je suis fasciné par les costumes, les maquillages, c'est cette ambiance qu'il pouvait y avoir dans ce film. Ce qui m'a fait le mettre dans mon top, c'est que pareil, comme les films que je vous ai cités avant, il y a des images qui me restent en tête et qui ne veulent pas en sortir. Alors l'histoire, c'est une jeune femme de ménage muette qui travaille dans un espèce de labo de la NASA ou un truc comme ça, ils font pas d'expérience chelou. Et en fait à un moment les scientifiques ramènent un monstre qu'ils ont capturé, une espèce d'homme amphibien. Et elle qui est muette va commencer à s'attacher à cette créature qui est torturée, malmenée, sur laquelle on fait plein d'expériences. Et elle va en tomber follement amoureuse, voilà. Donc je vous disais, dans les images moi qui me restent, il y a des scènes absolument magiques quoi, avec une très belle musique de Desplat, je crois. C'est Desplat qui a fait la musique, généralement j'aime pas trop ce qu'il fait, mais là il y a quand même un petit thème qui reste en tête en mode un petit peu contine. Et à un moment voilà, elle tombe amoureuse de cette créature, ils s'enferment dans une salle de bain, ils colmatent toutes les aérations et ils font couler l'eau, et en fait la salle de bain devient une espèce d'énorme aquarium dans lequel ils se laissent porter. Voilà, c'est des très belles images. Quand il y a un mec qui ouvre la porte, toute l'eau est évacuée et il n'y a plus que les deux qui restent comme ça enlacés dans cette salle toute vide. Ouais, c'est une très belle histoire. Il y a quand même dans le film des choses qui me dérangent clairement, mais j'ai réussi à les occulter parce que voilà, il y avait ces histoires de monstres là qui moi me fascinent. Tomber amoureux d'un monstre, voilà, c'est quelque chose depuis voilà, Frankenstein, c'est... Je trouve on n'a pas fini d'en faire des belles histoires quoi. Ce qui me dérange un petit peu plus dans ce film, c'est qu'on se concentre pas assez sur la naissance de leur relation amoureuse. Mais je trouve que dans ce sens là, ce film aurait pu être un classique du film de monstre si on avait vraiment travaillé sur la délicatesse avec laquelle les sentiments peuvent se construire entre un être humain et un monstre. C'est toujours la question, est-ce que le monstre est plus humain que l'homme?
Ou est-ce que l'homme est plus humain que le monstre? Parce que les scientifiques qui le torturent sont horribles, ce sont des salauds. Et c'est vrai que le film il fait des grosses digressions avec des histoires d'espions russes. Le personnage est intéressant, mais je n'ai pas compris pourquoi il nécessitait autant de développement ce personnage. Mis à part pour essayer de en faire un film un petit peu particulier qui se dissociait du film de monstre. Et je pense qu'il aurait dû aller à fond dans son sujet en fait, Shape of Water. Et rester un film de monstre complet, ça aurait vraiment été un classique absolu. Bon, c'est très bien, et je suis content que Guillermo del Toro ait eu un Oscar enfin. Mais j'ai l'impression que c'est un peu genre ah putain merde, c'est vrai qu'on n'a pas donné d'Oscar à Guillermo del Toro de toute sa carrière. Bon, on va peut-être lui enfiler un maintenant parce qu'il commence à être vieux et tout, on s'est un peu merdé. Et du coup, ouais, tiens, Guillermo, un petit Oscar, ouais. Trop tard, voilà, trop tard. C'était. Voilà, quand tu vois le labyrinthe de Pan, bah, je trouve qu'il est largement supérieur quoi. Je sais pas Water, et c'est un bon film, mais c'est pas aussi passionnant que le labyrinthe de Pan quoi. Donc, bon. Raté, dommage. Mais très bon film quand même, hein. Ça reste du bon film de Guillermo del Toro, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Numéro 8, numéro 8 c'est L'île aux chiens de Wes Anderson. Ah ouais, c'était un... Bah, Wes Anderson quoi. C'est très rare qu'il y ait des films de Wes Anderson qui me plaisent pas. Là je suis content qu'il soit revenu à l'animation. C'est vrai que, en réfléchissant, je me dis, est-ce que on va pas finir par se lasser de ce style là? Est-ce qu'il va pas finir par faire un petit peu tout le temps la même chose Wes Anderson? En tout cas, j'ai été complètement conquis par ce film, c'est magnifique, enfin l'animation est brillante, c'est beau, le doublage, moi je l'ai vu en anglais, faut le voir en anglais hein, parce que t'as des doublages magnifiques, t'as Bryan Cranston, comment il s'appelle, Scarlett Johansson, enfin c'est trop drôle. Les voix, la mise en scène, c'est des trucs que vous voyez jamais ailleurs quoi. C'est beau, c'est drôle, pour moi c'est le top du top au niveau de l'animation, c'est bien pensé, c'est toujours aussi riche en détails. Ce que j'aime beaucoup c'est que l'univers est très particulier, ça se passe dans une décharge dans laquelle tous les chiens du monde ont été abandonnés parce qu'ils portaient un virus qui allait contaminer le monde entier. Et c'est un petit garçon qui part chercher son chien, qui part essayer de le retrouver dans cette décharge. Donc ouais, c'est très beau. Ce qui me fait aussi le mettre si bas dans le classement, c'est parce que j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait plein de chiens et qu'il y ait plein de personnages, que ce soit un univers très riche, très complexe. Je trouvais que la meute était super. Et au final, petit à petit, au fur et à mesure que l'histoire avance, on commence à se concentrer que sur un seul chien. Que c'est intéressant, il a une histoire intéressante, hein, mais je trouvais ça un petit peu dommage qu'il y en a qui commencent à prendre la vedette alors que on avait si bien rigolé avec le reste de la meute pendant tout ce film quoi. Voilà, c'est un petit peu, c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais c'est un film magnifique, faut absolument voir L'île aux chiens de Wes Anderson. Numéro 7, pareil, c'est une bonne claque dans ta gueule, un bel aller-retour, voilà, c'est une bonne frappe atomique ces films. Sicario, la guerre des cartels. Alors c'est la suite du film de Sicario qu'avait fait Denis Villeneuve, qui était un très bon film, qui était un petit peu inégal mais qui avait une ambiance glauquissime de tension absolument incroyable. Et il y avait quand même dans Sicario une scène qui est pour moi un pur chef-d'œuvre, c'est la scène d'extraction. Des agents du FBI qui partent récupérer un chef d'un cartel de drogue au Mexique et qui essayent de le ramener avec un convoi en Amérique. Et ils savent qu'ils vont se faire attaquer, mais ils savent pas à quel moment qu'ils vont se faire attaquer par le cartel. Et c'était une scène incroyable, et je trouve que, même si le réalisateur a changé, dans ce deuxième opus, on retrouve vraiment cette même ambiance, et pour ça je trouve que c'est vraiment une performance, cette ambiance pesante, palpable, extrêmement glauque, extrêmement sombre qu'on avait dans le premier. Sicario, la guerre des cartels, ça suit deux agents du FBI qui sont joués par Guillermo del Toro et Josh Brolin. Si vous voulez, des mecs qui vont œuvrer dans l'obscurité. On leur fait beaucoup de moyens et ils sont là pour absolument défoncer tout le monde, pour bien foutre la merde, et en fait ils vont essayer de créer une guerre entre les cartels. Bon, bref, l'histoire est assez compliquée. C'est génial parce que l'ambiance de ce film elle te prend, elle te lâche pas du début à la fin. Le film commence par une scène d'attentat. Ah, t'es vraiment pas prêt, hein. T'es vraiment pas prêt. J'étais scotché à mon siège quoi. Ça te cloue sur place sur la violence du truc. T'es là, ah ok. Ah ouais d'accord, ok. Ouais, le film te dit attention, c'est parti. Tu vas t'en prendre plein la gueule quoi. Tu vas vraiment t'en prendre plein la gueule. Ce qui me fait le mettre un petit peu en deuxième position, c'est qu'il y a un personnage qui casse un peu l'ambiance. C'est le personnage de la gamine. C'est une fille d'un des chefs de cartel qui a un très grand rôle dans le film. Je la verrais plus dans un film comme Man on Fire ou je sais pas, un Die Hard, voilà, elle a plus un côté un peu moins réaliste que le reste du film en fait, et du coup ça casse un peu avec l'ambiance. Ouais, je trouvais que ce personnage nous sortait un petit peu du film, voilà. Bon, sinon excellent film, Sicario, ça démonte tout. Regardez quand même peut-être le premier avant, hein. Et ouais, plein de rebondissements, plein de moments hyper durs, hyper violents, ouais, c'est
vous avez le nez dans la merde quoi, mais très bon film, très bon film. Numéro 6 c'est Spider-Man Into the Spider-Verse ou The Multiverse, je ne sais plus, c'est New Generation en français je crois. Excellent, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film Spider-Man qui m'avait fait autant kiffer. Quand tu vois les daubes qui nous ont sortis depuis les films de Sam Raimi, j'aime beaucoup les films de Sam Raimi, hein, mais depuis, c'était une catastrophe quoi. Et là, c'est un film en animation, l'anime, elle est géniale. Ça a été vraiment travaillé un petit peu en mode, c'est du, je sais plus comment on appelle ça, self shading, je sais plus, pour rendre l'animation un petit peu saccadée. C'est un film qui relance la saga, mais qui lui donne une bouffée d'air frais. Il y a plusieurs niveaux de lecture pour les adultes, pour les ados, pour les enfants. Enfin, c'est vraiment un film familial extrêmement bien foutu. Ça parle de Miles Morales, le nouveau Spider-Man. Miles Morales, c'est un jeune black du Bronx qui vit dans une famille un petit peu pauvre et qui se retrouve dans une école un petit peu très chic en ayant eu la chance d'être tiré au sort. Et dans les comics, ça faisait longtemps qu'on avait déjà entendu parler de Miles Morales, qui était donc le nouveau Spider-Man. Il a des nouveaux pouvoirs, voilà, il est un petit peu plus furtif, il peut balancer l'électricité, enfin il peut se rendre invisible. Et c'est un personnage passionnant parce que c'est un ado qui se découvre être Spider-Man. Voilà, un ado très jeune hein, comparé à Peter Parker. Et là, ce film se tape un délire en croisant plusieurs univers Spider-Man, c'est hyper drôle, tous les personnages sont hyper attachants, hyper charismatiques, mais vraiment je me suis marré pendant ce film, c'est très rare de faire rire au cinéma quoi, et toutes les vannes elles font mouche, il y a un côté très nostalgique, très beau, par rapport à Peter Parker, à ce qu'a été Spider-Man, à quelles ont été toutes les différentes versions de Spider-Man, le méchant est génial, ses motivations sont trop bien quoi, c'est pas compliqué. C'est un personnage qui dit pas grand chose, mais tu vois tout à fait où il veut en venir, tu comprends pourquoi il fait tout ça. C'est trop bien, la BO, mais la bande son de ce film, mais c'est une tuerie. C'est que des gros sons, du gros R&B, du gros hip-hop, ultra lourd, du gros rap, qui chaque fois est bien monté, qui tombe au bon moment. Miles Morales se jette d'un immeuble et il tombe comme ça à l'envers du building. Enfin, c'est trop bien mis en scène, parce que c'est filmé à l'envers, du coup t'as l'impression qu'il monte. Enfin, oh là là, c'est vraiment, mais tu t'en prends plein la gueule pendant tout le film, c'est non-stop, ça redescend jamais. La fin, c'est une espèce d'apocalypse arc-en-ciel. Je vous dis pas ce qui se passe, mais t'as tout le monde qui est déformé, qui est multicolore. Déjà c'est beau visuellement, c'est inquiétant parce que t'as jamais vu un monde comme ça. Tout est bien dans ce film, y a rien à dire, c'est un excellent film, il aurait pu se trouver numéro 1, mais c'est juste que moi il y a d'autres films qui m'ont un petit peu plus parlé, voilà, à partir du numéro 5, ça commence à être vraiment subjectif. Mais c'est un film génial quoi, si vous avez pas vu Spider-Man New Generation, c'est le top du top. Même la scène de fin, généralement les scènes post-génériques, j'en ai rien à taper dans les Marvel. Mais là c'est hyper drôle, c'est hyper bien foutu, voilà, c'est super sympa. Enfin, un Spider-Man qui cartonne, apparemment il cartonne aux États-Unis, je suis hyper content parce que j'espère vraiment que ce Spider-Man là, il aura des suites. Et je courrai voir le reste des aventures de Miles Morales en tant que Spider-Man. Numéro 5. Alors, bon, tous ces films là, à partir du numéro 5, pour moi ils se valent quoi, c'est le top du top, mais c'est des petits détails vraiment qui m'ont fait les mettre les uns devant les autres. Vous aurez sûrement votre propre top, mais voilà, en tout cas moi j'ai choisi comme ça. Donc en numéro 5, c'est un film suédois qui est passé un petit peu inaperçu. Ça s'appelle The Guilty. The Guilty, c'est l'histoire d'un policier qui a été recadré parce qu'il a fait une connerie, on sait pas trop bien ce qu'il a foutu. Et du coup, on l'a foutu aux appels d'urgence dans un bureau, voilà, où il est là avec sa petite oreillette, et récupère les appels des vieilles mamies qui ont perdu leur chat dans l'arbre, quoi. Voilà, c'est un peu ce niveau-là. Ce mec-là va recevoir un appel d'une femme qui va lui faire comprendre très rapidement en fait qu'elle est dans une voiture et qu'elle a été kidnappée et qu'elle est avec ses ravisseurs et qu'elle n'a pas d'autre moyen que lui de s'en sortir. Et ce qui est génial avec ce film, c'est que c'est un huis clos et tout le film vous allez rester dans le bureau avec ce policier en quasi gros plan sur sa tête quoi. À aucun moment vous n'aurez des plans à l'extérieur du bureau. Donc tout le film se passe quasiment en audio. Et ce qui est vraiment génial avec ce film, ce que j'ai adoré, c'est qu'en 1h30, t'as vraiment un stress mais de malade. Et tout le film se fait dans ta tête. Et ce qui est super parce que des fois ils vont te décrire des scènes extrêmement glauques, extrêmement gore des fois. Tu les auras juste en audio, juste par rapport à ce qu'on te décrit. Et tu vas complètement imaginer la chose. Enfin moi je voyais le film. Je voyais les acteurs, je voyais les gens qui l'avaient juste au bout du fil. Vraiment, je les visualisais complètement, quoi. Et c'est ça que je trouve génial, c'est parce que quand vous allez regarder le film, votre film sera pas le même que le mien. Parce que vous allez imaginer des choses complètement différentes, vous allez imaginer d'autres visages, vous allez imaginer d'autres choses. Mais c'est une prouesse, quoi. Tu vis complètement ce film par l'intermédiaire d'un vieux téléphone. La fin du film, je suis pas forcément fan. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle joue sur ce fait-là, qui est que vous ne faites que d'entendre les choses, vous ne les voyez pas.
Donc quelque part, votre analyse de la situation, de ce que vous entendez est biaisée. Et ça joue un petit peu là-dessus la fin, voilà, ça joue un peu là-dessus, donc c'est quand même très intelligent. C'est un film, moi, qui m'a tenu en haleine pendant 1h30 quoi. Et en plus, en même temps qu'il y a l'histoire qui évolue, vous allez en apprendre un petit peu plus sur le personnage principal, sur comment il en est arrivé là. Voilà, il y a deux histoires parallèles qui s'imbriquent vachement bien les unes avec les autres. Je sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant à cette situation-là, de faire un film en huis clos, juste au bout du film. Voilà, excellent, excellent. The Guilty, regardez-le, vous allez vous éclater, comme moi je me suis éclaté. Numéro 4. Numéro 4, oh je vais le dire, j'étais pas prêt, même moi j'étais pas prêt les amis, je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais je vais le dire, j'ai des potes qui vont péter un câble, j'ai des potes qui vont carrément péter un câble, ça va être très drôle, je vais le dire. Numéro 4, Avengers Infinity War. Avengers Infinity Wars, mais c'était génial ce truc. C'était une tuerie, mais voilà putain, à chaque fois on me dit oh, t'aimes pas les films de super-héros, bah je suis désolé, c'était une super année de super-héros quoi. Black Panther, Avengers Infinity Wars, mais ce film m'a buté, mais du début à la fin, j'ai trouvé ça génial. C'est mon film du Marvel Cinematic Universe préféré. Voilà, j'avais adoré le premier Avengers, je trouve que c'est un des meilleurs aussi. J'avais aussi beaucoup aimé les Gardiens de la Galaxie, et voilà, je pensais que j'avais un petit peu tout vu quoi, je pensais pas que j'allais pouvoir être surpris par un film. Ce qui est déjà génial dans ce film, c'est que tu te dis comment ils vont réussir à réunir tous ces personnages du Cinematic Universe en un seul film. Et bah ils y arrivent, putain mais ils y arrivent de ouf quoi. C'est une vraie prouesse, il y a combien, il y a 40 personnages, je sais pas, 40 héros, tous mis en melting pot et ils font des croisements super sympas. Thor qui se barre avec une partie des Gardiens de la Galaxie, enfin c'est trop bien foutu, c'est trop bien écrit. C'est action, c'est vraiment une tuerie. Les méchants sont géniaux. Thanos, mais je m'attendais tellement pas à ça. On nous a toujours montré Thanos comme le grand méchant et du coup pour moi il y avait cette image un petit peu lisse quoi, cette image de façade en mode ouais c'est moi le grand méchant, je viens pour détruire la terre quoi, waouh super, waouh c'est passionnant ça. Le mec a une vraie vision de méchant quoi, c'est Hitler, le mec en fait veut détruire la moitié de l'humanité pour aider l'autre moitié à survivre, à vivre plus facilement, parce que sinon si on continue à se développer on va détruire le monde et tout ça. C'est ça que j'adore avec ce personnage, c'est que il te dit ce que je fais c'est mal, mais il faut que quelqu'un le fasse. Ah, c'est tellement pervers comme manière de penser et de faire. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, à des moments, t'es en train de te dire, ouais, en même temps, ouais, il a pas. C'est pas con quoi. C'est vrai que si la moitié de l'humanité disparaîtrait, puis tu te dis, non, mais attends, mais t'inquiète. Je porterai l'entière responsabilité de cette chose, voilà, je serai le seul coupable de cette horreur. Mais vous pourrez continuer à vivre tranquillement ensuite, voilà. Et c'est infâme, il est trop bien. En fait, ça qui est génial, c'est que le film scénaristiquement est basé sur l'évolution de ce personnage. Les autres héros et tout ça, les super-héros deviennent assez secondaires en fait. Et la fin du film, mais putain, il se passe beaucoup de choses à la fin du film, pour ne pas spoiler à ceux qui n'ont pas vu, beaucoup de choses vraiment géniales. Et j'ai peur que la suite qui va sortir donc cette année fasse en mode un petit peu genre, en fait non. Hop, on remet tout à zéro, tout est annulé, par le pouvoir de l'amour, tous ceux qui ont trépassé revivent, voilà, j'ai un petit peu peur que ça fasse ça. Mais ouais, le film m'a mis une claque énorme. Je suis retourné le voir en 4DX avec des potes. La 4DX en fait, c'est que vous êtes dans votre siège, et votre siège il bouge. Vous prenez des flashs dans la gueule, vous prenez de l'eau, vous prenez des tatanes, vous avez du vent qui vous souffle, vous prenez des coups sur les côtés. Et c'est trop bien quoi, la première scène du film. La première scène du film elle est géniale parce que sans un mot, elle te montre à quel point le méchant est ouf. Il y a Hulk, c'est quand même Hulk, hein. Hulk qui se jette sur lui et il se fait démonter. Ils se fracassent les deux. Thanos contre Hulk, qui se mettent des patates, mais incroyable. Et en plus, quand t'es en 4DX, bah c'est trop bien que tu te prends des patates en même temps qui se mettent des beignes quoi. Donc t'es bam, chaque coup tu t'en reprends un. T'es totalement à fond dedans quoi. C'est tout con la 4DX, mais je vous invite vraiment à le faire un jour. Bon, je parlais dans mon flop, il y a un film que j'ai vu en 4DX où c'était vraiment pas bien foutu. Mais un film comme Avengers où c'est de l'action non-stop. Voilà, Avengers Infinity Wars en 4DX, c'est un de mes meilleurs souvenirs de cinéma. Tout est bien dans ce film, je lui trouve pas de défaut. Même si des fois, on m'a dit, la deuxième fois que j'ai vu qu'il y avait un petit peu des images de synthèse qui étaient pas très bien foutues, ou alors des petits bugs de texture, mais on s'en tape quoi, à partir du moment où le film t'entraîne. Faut vraiment être un gros connard pour dire ah non, il y a un petit bug là, le fond vert il est pas très beau. Bah voilà, que ce soit des films extrêmement bien produits, extrêmement mal produits, à partir du moment où l'histoire elle t'entraîne et c'est bien foutu, bah c'est ouf quoi, c'était ouf.
J'ai mis Avengers dans mon top, il est 4ème dans mon top, et je pensais pas dire ça un jour, mais c'est mon film Marvel préféré. Ah Numéro 3. Ça y est, on arrive sur le podium de cette année. Numéro 3. Bohemian Rhapsody. Oh, il y a plein de gens qui me fait chier avec ce film. Ouais, c'est un film sur Freddie Mercury, mais c'est complètement à côté de ce que c'était de la réalité. Bah, les amis, les biopics, c'est souvent ça. Hein. Je comprends pas ces gens qui sont étonnés qu'un biopic ne raconte pas vraiment l'histoire d'une personne, mais que ce soit une image un petit peu idéalisée de ce qu'a été, une personne. Alors déjà, ce que j'adore avec ce film, c'est que c'était pas un biopic sur Freddie Mercury, c'est un biopic sur Queen, c'est un biopic sur le groupe. Ce film est une célébration de l'entité Queen, voilà, du groupe Queen. C'est Freddie Mercury, je trouve qu'il a un rôle important, évidemment, c'est le chanteur leader, tout le monde le connaît, mais il n'a pas un rôle non plus extrêmement prépondérant, il n'est pas tout le temps au premier plan. C'est ça qui m'a fait adorer ce film. Ce film, c'est la plus belle célébration de Queen que j'ai vue de ma vie. Je pense par contre que c'est vraiment un film de cinéma, parce que quand tu te prends les chansons dans une salle où t'es dans le noir et t'as la musique qui est balancée à fond, bah tu vibres quoi, tu vibres avec le groupe. C'est marrant parce qu'on nous a dit que la production était complètement chaotique, que le réalisateur a changé. Il y a pas mal de films où on se dit non mais c'est pas une vision de réalisateur, si le réalisateur a changé au milieu ça va être de la merde. Mais moi j'ai trouvé ce film mais complètement ouf quoi. J'ai été transporté mais du début à la fin. Je trouve les acteurs absolument géniaux. Rami Malek qui interprète du coup Freddie Mercury, je le trouve incroyablissime. Incroyablissime. C'est un travail de son personnage mais à tomber par terre quoi. Je comprends pas comment les gens ils peuvent dire ouais non mais j'aurais préféré que ce soit Sacha Baron Cohen. Mais Sacha Baron Cohen il ressemble un peu plus physiquement à Freddie Mercury, mais on s'en fout, c'est pas ça le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur c'est quand tu es petit et vilain et que tu ressembles pas du tout à Freddie Mercury. On voit que le mec, Rami Malek, il a fait un travail sur son corps, il a fait un travail, voilà, c'est tout con, t'as une moustache, une prothèse dedans et le tour est joué quoi. Le mec il est parfait. Je voyais Freddie Mercury, je ne voyais plus du tout Rami Malek. C'était absolument dingue, je sais pas ce qu'il leur faut, genre voilà, je sais pas. Je trouve que tous les acteurs qui jouent les autres membres du groupe sont géniaux. Déjà ils ressemblent vachement physiquement aux vrais membres du groupe, ce qui est assez étonnant. Moi tout ce que je voulais de ce film, c'est qu'il me parle un petit peu de la vie de Freddie Mercury, qu'il me parle du groupe Queen, qu'il me parle quand même, c'est difficile d'éluder ça, de l'homosexualité de Freddie Mercury, et qui me parle de sa séropositivité. Voilà, bah check. Et je trouve que la timeline que choisit le film dans la vie de Freddie Mercury est hyper bien choisie, hyper bien travaillée. Et cette timeline, elle a choisi le concert qu'ils ont fait à Live Aid, l'un des concerts les plus vus au monde, comme paroxysme de cette carrière. C'est la croisée des chemins aussi. C'est vraiment voilà, le moment où il apprend qu'il a le sida, le moment où le groupe Queen se ressoude. Mais si tout ça c'est pas vrai, je sais pas, je m'en tape, tu vois. Il y a juste des bonnes idées, des belles scènes. À maman, Freddy dit à sa mère, bah maman, pour le concert Live Aid, je te ferai un petit bisou à la caméra. Mais je suis sûr que c'est pas vrai ça, il le fait pendant le concert, mais je suis sûr que c'était juste, il faisait un bisou à la caméra, il faisait pas un bisou à sa maman. Mais c'est mignon, c'est sympa, c'est rigolo, c'est une bonne idée, voilà, c'est un film, on ne vous raconte pas la réalité. On vous raconte une image un petit peu idéalisée de ce qu'a été le groupe Queen. Ce film a fait vibrer sur les musiques de Queen comme jamais. Et le dernier parti pris de ce film, qui est donc la scène de fin du film, ils te foutent tout le concert de Live Aid en non-stop. C'est-à-dire que tu rentres avec eux sur scène, bon ils coupent peut-être une ou deux chansons quoi, mais t'as genre 16 minutes de concert pour terminer un film. Mais je trouve ça trop couillu, tu vois, je trouve que Queen, ce qu'ils proposaient, c'était couillu, voilà, c'était des gens qui ont réinventé la musique. Et ben je trouve que ce film leur rend bien hommage en faisant un truc comme ça. Et les gars, à la fin du film, 7 minutes de concert, mais la salle elle tremblait, il y avait des frissons de partout, enfin, je voyais que tout le monde était dans le même état que moi, je vois pas comment tu peux être transporté par ce film. Donc oui, la subtilité, c'est que je pense vraiment que c'est un film qu'il faut voir au cinéma. Parce que quand t'as les phases de concert, c'est vrai que je sais pas si ça aura le même impact que ça a eu sur moi, parce que voilà, quand t'es en concert en cinéma, le son il crache quoi, et tu t'en prends vraiment plein la gueule. Mais voilà, Bohemian Rhapsody, je vous le conseille vraiment, juste pour le jeu des acteurs, l'image, la belle image que ça donne du groupe Queen, pour ce concert de fin qui est juste ouf. Voilà, si vous aimez Queen, je ne vois pas comment vous n'avez pas pu aimer Bohemian Rhapsody. Et si vous connaissez pas Queen ou que vous n'aimez pas, et ben je pense que c'est un film qui peut vous réconcilier avec Bohemian Rhapsody. Ouais, numéro 2.
Alors c'est un film que j'ai vu dans sa langue d'origine, parce que je l'ai vu en Nouvelle-Zélande, et du coup en Nouvelle-Zélande, l'anglais c'est pas tellement sous-titré. Bonne salle de cinéma, bien insonorisé, c'était le cadre idéal pour ce film. First Man en numéro 2 de Damien Chazelle, le mec qui a fait La La Land. Oui, alors j'ai pissé sur La La Land l'année dernière, parce que je trouve que c'est une comédie musicale assez banale, voilà, qui m'a pas du tout parlé, donc oui, je sais que ça a fait criser pas mal de monde. Comme quoi, un réalisateur, c'est pas, je déteste pas la personne, c'est juste une partie de son travail que je n'aime pas. Et First Man m'a mis une claque comme je m'y attendais en fait. En fait, je voulais que ce film se soit bien. Ce film m'a totalement parlé, j'ai trouvé ça génial. First Man, c'est l'histoire de Neil Armstrong qui va aller marcher sur la lune. Voilà, bon, on se dit, bon, bah c'est bon, on connaît quoi. Et bah non, ce film te fait redécouvrir ce qu'a été cette période. Bah moi, 69, j'étais pas là quoi quand l'homme a marché sur la lune. Tout le monde devait bien flipper sur le moment, tous les spectateurs du monde entier. Mais nous maintenant, quand on est dans ce monde-là et qu'on nous a dit l'homme a marché sur la lune, c'est déjà acté, c'est déjà vécu, mais on réalise pas l'exploit que c'est en fait, ce que ça représente. Et le film te plonge vraiment là-dedans, dans la difficulté de dire attends, on est dans les années 60 et on va envoyer un homme sur la lune, on va le faire revenir en vie. C'est ça qui est vraiment chouette dans ce film, c'est qu'il te fait ressentir la dangerosité du truc. Et tu sens que ces astronautes qui sont des mecs brillants, qui vraiment ont pensé à tout, et ben ils se chient dessus et ils savent qu'ils risquent leur peau quoi. Ils risquent leur peau. Il y a des moments extrêmement durs qui arrivent pendant ce film, qui te font vraiment réaliser à quel point c'était une entreprise un petit peu folle et dangereuse quoi. L'idéal du progrès, on dit allez on va franchir d'autres barrières, on va aller toujours plus loin. Ce que j'ai adoré dans la mise en scène de Damien Chazelle, c'est que pour te faire ressentir ce que vivaient les astronautes à ce moment-là, tu es à chaque fois auprès d'eux et en fait quand il y a des phases de décollage ou de mise en orbite, tu es avec eux dans la cabine et tu as un travail sur le sound design, sur les bruitages, la musique, incroyable. Je pense que c'est pareil, c'est un film de cinéma. Je pense que c'est vraiment un film de cinéma. Parce que quand toi t'es dans ton petit siège et qu'on te montre l'image des mecs qui sont dans leur cabine de pilotage et que t'as toute la fusée qui se met à trembler, le cockpit qui se met à vibrer mais comme un malade, je chiais dessus. Je me disais mais sauvez-vous, barrez-vous, vous allez crever quoi. Vous allez mourir! Foutez le camp, putain! C'était vraiment une peur panique dans le cockpit avec eux, quoi. Et c'est quand même ouf qu'un film arrive à te faire ressentir ça, quoi. Et juste pour ça, pour avoir réussi à me faire ressentir ça, c'est brillant, quoi. Et tu te dis, bon, bah voilà, l'alunissage, on a compris. Et bah non, même quand ils arrivent sur la Lune, il y a une très belle anecdote qui est mise en scène, une très belle scène. Je t'y attends pas du tout, c'est beau, quoi, c'est magnifique. Et Ryan Gosling, il le sert parfaitement bien dans ce personnage un petit peu fermé, silencieux, qui veut juste faire son travail. L'actrice qui joue sa femme, Foyce, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Pareil, elle est excellente, elle montre vraiment à quel point pour les proches, c'est extrêmement difficile de vivre ce genre de situation où tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont mourir en fait. C'est ça, tu te dis ils vont mourir, mais quand est-ce qu'on va me l'annoncer quoi. Ce petit détail où moi j'ai tiqué, je me dis ah mince, c'est un peu une occasion manquée, c'est que souvent on les voit regarder la lune. Mais c'est très bref en fait, il n'y a pas ce moment là où le mec regarde la lune, on se pose et on voit qu'il réalise en mode ouais, ça c'est mon objectif, moi je vais aller là-haut, ça a l'air très loin et en même temps elle est belle la lune, enfin voilà, c'est dommage. La lune est souvent filmée un petit peu en mode caméra qui tremble dans un coin, voilà, c'est un plan de 1 ou 2 secondes et j'aurais bien aimé qu'il y ait ce moment là où il se pose en regardant peut-être dans une lunette et qu'il se dise ouais, je vais aller là-bas. Et enfin, ça y est, on y est, nous arrivons au numéro 1 de mon top 10 de l'année 2018. Mon film préféré de cette année, c'est un film que j'ai vu au tout début de l'année, c'est 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Putain, le titre rallonge. Bon, déjà, ça te donne pas trop envie. J'ai trouvé des choses dans ce film, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues nulle part ailleurs. Et je pense aussi que moi j'ai 27 ans, quand t'as vu beaucoup de films toute ta vie, tu commences à être un petit peu dans l'attente de voir des choses nouvelles, des choses qui vont te surprendre. Et ce film m'a fait ressentir des choses, m'a fait passer du rire aux larmes. Je n'avais pas ressenti ça depuis très longtemps. 3 Billboards, c'est l'histoire d'une mère célibataire interprétée par Frances McDormand, qui en plus est une de mes actrices préférées, dont la fille a été retrouvée assassinée. L'enquête piétine et la mère va décider de louer 3 panneaux à la sortie de la ville, 3 énormes panneaux, sur lesquels elle va écrire des choses qui vont un petit peu choquer l'opinion publique et provoquer une série de réactions en chaîne qui va mener à pas mal d'événements un petit peu désastreux. La première force de ce film, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est la gestion du deuil. Frances McDormand, elle va jouer une mère qui fait comme si tout se passait bien. Sa fille a été tuée, violée, un truc horrible. Et son personnage garde une façade derrière laquelle tu sens vraiment la déprime. C'est tellement horrible ce qu'elle a vécu que tu sais qu'elle fait semblant en fait. Et Frances McDormand a vraiment cette capacité-là à te faire ressentir les deux choses en mode ah ouais, je fais comme si tout allait bien, alors qu'en fait je suis détruite de l'intérieur. Il y a des moments, quand cette façade va commencer à se fissurer un petit peu,
et que tu vas voir l'angoisse d'une mère qui va commencer à ressortir de dessous, c'est des moments mais de cinéma, mais de jeu d'acteur incroyables. Quand sa façade commence à se fissurer, mais ça te file les larmes aux yeux tellement tu vois qu'elle contient tout, elle garde tout en elle. Et son personnage est incroyable de ce point de vue-là. C'est un film, il n'y a pas que elle, parce que vraiment c'est une actrice incroyable et je trouve que sa performance est une des meilleures de l'année. Il y a plein d'autres personnages, notamment un mec qui joue l'adjoint de la police, qui est un mec complètement demeuré, raciste. Et tu vas voir un vrai changement dans ce personnage en 1h30 de film, qui est totalement inattendu. En fait c'est un crétin en fait, c'est un mec qui se rend compte qu'il est un peu demeuré, qu'il a fait des mauvais choix et qui est sur le chemin de la rédemption. C'est ça en fait ce film, c'est les gens qui sont en quête de rédemption. Le scénario de ce film est extrêmement bien réussi. C'est comment autour d'un événement tragique, ça brise les vies de tous les gens qui sont autour. Comment la non-résolution d'un meurtre peut vraiment mettre à mal toute une ville quoi. Ce film vous fait passer de manière si brusque du rire aux larmes que c'en est brillant en fait. Tu te dis mais comment on a pu passer d'une scène si drôle à une scène si tragique. C'est très humour noir hein, ou très second degré. Les scènes comiques sont implacables, c'est vraiment des grosses punchlines, elles sont hyper drôles. Il y a vraiment un truc qui se passait dans la salle autour de moi. Je sentais mais tous les gens happés par le film, ça riait, ça pleurait. Enfin c'est aussi ça qui me fait le mettre en numéro 1, c'est qu'il y avait vraiment pendant mon expérience de cinéma, un truc qui s'est passé dans la salle quoi. Je sentais le public qui vibrait avec moi quoi, en même temps que le film se passait devant nous. Alors il y en a peut-être parmi vous qui vont trouver certains passages du film peut-être un petit peu naïf ou alors un peu guimauve. Voilà, à un moment sans vous spoiler, on revit un flashback où la mère s'engueule avec sa fille. Elle lui dit, la fille se bat en courant, elle lui dit bah j'espère que tu te feras violer sur la route. Et c'est les derniers mots qu'elle dit à sa fille, voilà. C'est un petit peu too much. La limite est fine entre le guimauve et le touchant. Moi, je trouve que c'est un film qui est bouleversant, et qui est bouleversant sans le montrer. Il n'y a pas de larmes à l'écran, mais il y a des larmes dans la salle. Il n'y a pas tant de rire que ça à l'écran, parce que c'est second degré, mais il y a des rires dans la salle. Et ça montre que c'est un film qui a parfaitement bien compris la manière dont il joue avec vous. Et ouais, du coup, c'est une belle communication entre le film et moi, un beau lien qui s'est tissé. Je vous souhaite de l'avoir en regardant ce film, en tout cas, je vous conseille vraiment ce film qui est très particulier. Et je suis très content de l'avoir vu et d'être allé au cinéma au début de l'année voir ce Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Voilà, et ben mon top est terminé les amis. Alors moi sur ma chaîne je fais plein de vidéos sur les chefs-d'œuvre de la BD et du cinéma. Je vous invite vraiment à aller les voir. Et puis on se revoit très vite pour le flop film de l'année 2018. Les pires films de merde que j'ai vus cette année. Je pensais pas avoir vu autant de dope, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire cette année. Et puis on s'est quand même bien marré l'année dernière. Donc venez voir le flop film, on va bien rigoler. Allez, il sort bientôt, je vous dis à la prochaine. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.